Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Bien le bonjour tout le monde, comment ça va? Épisode 55 de Jeux Confidence, c'est Nicoton qui vous parle, votre hôte, comme toujours. Très heureux de vous retrouver encore une fois. Là, je suis dans le bois en ce moment, je marche en fait derrière chez moi, sur mon immense terrain. Non, c'est pas si immense que ça, mais un bon 16 000 pieds carrés, mais c'est de la forêt. Hein? C'est de la forêt, fait que pas trop dur à entretenir. En général, là, je me suis fait un petit spot à feu, puis sinon j'essaye de... Il y a comme un sentier là, qui s'est fait naturellement, là, à force de marcher dedans. Et puis sinon, avec les années, j'ai fait un gros ménage là, parce qu'il y avait des troncs de bois, des bûches, des arbres tombés, en tout cas, bien du stock. Là, ça m'a pris quand même plusieurs étés là, pour cleaner tout ça. Là, c'est rendu quand même pas pire. Là. Là, je marche dans les hautes herbes. Je vais faire attention aux tiques, car ils doivent être rendus chez nous aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment super là, comme terrain, dans le sens que t'as pas à l'entretenir, c'est bien beau, mais bon, hein, c'est pas praticable. Tu peux pas installer une trampoline là-dessus ou une piscine, là. Fait que les voisins sont bien pratiques à ce niveau-là. Là, il y a un oiseau qui crie. C'est quoi? C'est un merle, je pense. C'est un merle. OK. Puis, je me suis dit, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un épisode hamac. Donc, en haut de mon terrain, à l'ombre, j'ai installé un hamac. Là, ça fait longtemps que je l'ai utilisé. Il y a plein de chenoutes dessus. Je vais le secouer un petit peu. Ah, tiens, c'est un beau hamac qui vient de... Je pense qu'il vient du Nicaragua. Là. Mes parents m'avaient ramené ça. Il est full beau, il est coloré, très confortable. Bon, tiens, c'est beau ça. Ben de l'allure. Fait que là, je vais m'installer dans mon hamac. Et voilà. Je suis bien ici. Je suis à l'ombre, là, en dessous des feuillages. Il n'y a pas de mouche en plus. Chanceux ici, parce qu'à Stoneham, en général, on est vraiment dans la forêt. Puis il y a plusieurs spots où il y a énormément de mouches, là, plus proche des plans d'eau, évidemment, ou plus bas. Mais ici, on est vu, j'imagine que c'est parce qu'on est à flanc de montagne. Mais il n'y a jamais beaucoup de mouches. Là, comme toujours, il y en a un petit peu des fois, mais je peux vraiment faire une sieste dans le bois, dans mon hamac, puis je me fais pas piquer, là, vraiment. Fait que ça, c'est une grosse chance, là, j'avoue. Hey, j'ai plein de choses à vous parler, gang. Je sais pas trop dans quel ordre faire ça. Moi, je viens de passer une semaine assez particulière, là. Ma blonde puis mes enfants sont partis en camping en Gaspésie pendant une semaine. Fait que j'ai été une semaine tout seul à la maison, chose ça faisait un méchant bout que ça m'était arrivé. Ça a été un peu, je vous dirais un peu, tu sais, tu perds un peu tes repères là. Au début, j'étais un peu déstabilisé. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Tu sais, tout d'un coup, tu vas travailler, tu te lèves le matin, il n'y a personne. Tu déjeunes, tu fais ton café, tu pars travailler, tu reviens, il n'y a personne. Fait que là, tu te fais à souper, mais tu sais, se faire à souper pour une personne, on dirait que tu n'as pas tant le goût de te préparer des gros repas ou des affaires bien élaborées. Fait que, je me suis forcé quand même pour manger, pas juste manger des hot dogs tout le long, mais ça a été comme un défi, là, de me dire, OK, c'est comme si toutes mes habitudes puis mon horaire étaient un peu changés, puis ben pas d'enfants, t'as pas d'horaire, tu sais. Fait que la job me donne un horaire, oui, me donne une régularité, mais les enfants à la maison, il n'y en a plus, là, tu sais, dans le sens que le souper, tu peux souper à l'heure que tu veux, tu peux... Fait que, tu sais, au début, c'est ça, je me dis, bon, ben, je vais jouer un jeu, je vais aller dehors, je vais aller courir, je vais faire de l'exercice, bon, là, je vais, tu sais, fait que ouais, bien spécial, fait que être dans une grande maison, là, mais tout seul, c'est un peu bizarre, tu sais, moi, les dernières fois que ça m'était arrivé, en fait, comme ça, là, d'avoir juste moi à m'occuper, c'était en appart,
Ça fait longtemps, tu sais, pas d'enfants, tout ça. Puis, mais là, j'avais un peu perdu l'habitude de ça. Mais bref, non, moi, une maison, c'est fait pour accueillir des gens. Puis, ouais, en tout cas, c'est peut-être parce que je suis pas habitué, là, mais j'ai trouvé ça bien bizarre. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, j'en ai profité aussi, là, tu sais, j'ai joué à plein de jeux solo, je vais vous en parler. J'ai une couple de soirées, là, j'ai fait comme quand j'étais jeune, là, j'ai passé la soirée jusqu'aux petites heures à jouer à un jeu vidéo. J'ai eu bien du fun, parce que là, c'est comme si d'habitude, quand les enfants, ma blonde est là, c'est quelque chose que je ferais jamais, tu sais, puis que j'ai plus le goût de faire. Mais là, je sais pas, là, tu sais, je me suis mangé une petite pizza, une petite bière, et puis je me suis assis devant la télé, j'ai joué à un jeu vidéo que j'ai complété d'ailleurs. Ça m'a pris une couple, 2-3 jours, là. Puis j'ai trippé, tu sais, vraiment, là, ça a été une super belle expérience. C'était hot, c'était un jeu, ça s'appelle Still Wakes the Deep. Un jeu fait par The Chinese Room, qui est comme une compagnie de jeux vidéo qui fait des jeux indépendants. Tu sais, c'est pas des jeux à gros budget. Malgré tout, vraiment, là, capoté, ça a été... Hey, j'ai vraiment un compagnon, un Merle, qui... je sais pas s'il se sent un peu menacé par moi, je sais pas. Ouais, c'est ça, l'histoire du jeu, c'est que tu es sur une plateforme pétrolière en plein milieu de l'océan dans les années 70. Au large de l'Écosse. Tu sais, c'est assez précis là, comme setting. Puis ton personnage, en fait, tous les personnages là-dedans, ils parlent avec un gros accent écossais. Tu sais. Fait que l'ambiance est très cool, puis super bien réalisée. Là, les sons, les graphiques, là, tu sais, d'être dans une plateforme pétrolière, là, tu sais, la décoration, les planchers, les hublots, tout ça, en tout cas, tu sais, vraiment, là, ça m'a vraiment impressionné. Puis en plus, je pouvais jouer, ce qui m'arrive jamais. Tu sais, moi, j'ai un cinéma maison chez nous, là, comme tout le monde, un système de son. Mais en général, le système de son, je l'utilise jamais parce que si je joue en général ou j'écoute de quoi, c'est le soir. Puis là, je mets mes écouteurs. Tu sais, fait que mais là, mon homme, ma fille, je pouvais mettre ça dans le tapis, là, le son, la bass, c'était malade, là, tu sais. Ça me fait faire « Ah, c'est quand même cool, mon système de son, tu sais. » Tu sais, les grosses vagues, la bass, ça tremblait partout dans la maison. Puis tu sais, j'étais tout seul dans ta maison, tu ne déranges personne, là. Fait que, hey, non, ça a été une expérience formidable. Puis l'histoire du jeu, ben, c'est vraiment cool. Tu sais, t'es un gars qui s'est ramassé sur cette plateforme-là pour éviter des ennuis avec la justice. Là. Il s'est comme sauvé sur cette plateforme-là pour travailler là. Puis bon, il a laissé sa femme en même temps. Là, pas qu'il l'a laissé, mais ils sont encore ensemble, mais il est parti. Puis sa femme, ben, ça l'a fait bien de la peine. Puis là, ben, ça commence que tu es sur la plateforme, il pleut, puis tu sais, là, le boss t'appelle, puis il vient de réaliser que t'es poursuivi par la police. Puis là, il dit, je vais te mettre dehors, mon homme, ça sera pas long. Puis là, il arrive quelque chose dans la plateforme où, parce que c'est une plateforme, il y a une grosse drill là, qui creuse dans l'océan pour aller chercher de l'huile, du gaz, du pétrole. Puis la drill, accidentellement, en fait, libère un espèce de monstre de force du mal, de grand ancien à la Cthulhu. Là. Puis là, la plateforme devient envahie par cette espèce de force maléfique-là. Les gens comme qui touchent, qui ont le malheur d'être pris par ça, ben, ils deviennent des espèces de monstres. En tout cas, puis là, il faut que tu chemines dans cette station-là, puis tu essaies de te sauver, puis t'essaies de te sauver finalement. C'est juste ça l'histoire du jeu, là, tu sais, mais bref, vraiment trippant. J'aime ça, ces jeux-là, tu sais. Bon, je m'adresse pas à tout le monde, tu sais. Je sais qu'on parle de jeux de société d'habitude, mais je voulais juste en parler parce que ça m'avait frappé comme jeu. Si jamais vous voulez l'essayer, Still Wakes the Deep. Puis, ouais, c'est ça, ce que j'aime, c'est que c'est un jeu, tu sais, les jeux trop longs maintenant, je peux plus jouer. Tu sais, les jeux qui prennent 150 heures à compléter, je vais peut-être les essayer, mais tu sais, jamais que je vais les finir. Mais ça, c'est un jeu qui dure 7 heures, 7-8 heures. Tu sais, fait qu'en 2-3 soirées, tu complètes le jeu, un peu comme un film ou une mini-série, là, tu sais, ça se complète assez vite, puis tu as une belle expérience, là, tu sais, très cool, là, tu sais, qui se fait très bien. Bref, adoré ça. Sinon, pendant la semaine, j'ai joué à une couple de jeux solo. J'ai rejoué à Cloud Age. Donc, ça faisait longtemps que j'avais joué à ce jeu-là, un jeu de Alexander Pfister. Puis, Cloud Age. Puis, ouais, c'est ça, ça faisait un bout que je voulais le rejouer. J'y avais joué, même avec ma blonde. Donc, c'est un jeu bon,
Alexander Pfister, mais qui n'est pas un jeu de rondelles. Là, j'en avais déjà parlé. Bon, je vous en reparle un peu. Mais c'est ça, j'écoutais des vidéos de Rado, R-A-D-H-O, je pense, en tout cas un gars qui fait des critiques bien le fun sur Internet. Puis lui, il disait à un moment donné dans une de ses vidéos que Cloud Age était un de ses jeux préférés qu'il aimait énormément, puis ça m'a donné le goût de rejouer. Il se fait très bien en solo. Ce qui est particulier de ce jeu-là, c'est que tu as comme une simili-campagne dans le jeu, autrement dit, tu as des chapitres. Puis à chaque chapitre, il se rajoute des tuiles, des cartes, tout ça enrobé d'une mini-histoire là, pour contextualiser tout ça. Donc le jeu évolue à chaque game. Moi, la dernière fois que j'avais joué au mode scénario. Donc le mode scénario, c'est plus un mode, pas de campagne, c'est plus un mode monolithique, si je peux dire, là, qui suffit en lui-même. Mais là, je me suis dit, Chris, excusez, je viens de sacrer, oups. Je me suis dit, crime, je vais essayer la campagne, tu sais, en solo, c'est pas grave, de toute façon, puis je peux rejouer après avec ma blonde. Fait que c'est ça, j'ai rejoué à ce jeu-là. C'est vraiment le fun, en fait. Ça m'avait fait, tu sais, je vous avais parlé de Footprints la dernière fois. Puis il y a un côté un peu semblable, là, je dirais juste visuellement, parce que tu dois cheminer dans ce jeu-là de gauche à droite avec ton dirigeable. Puis plus tu vas loin, plus, en fait, dans ce jeu-là, ça s'arrête là, je dirais, la comparaison, mais en même temps, non, ça ressemble. C'est que tu as des tuiles que tu vas mettre une à côté de l'autre, de gauche à droite, qui vont représenter un chemin qui est composé d'hexagones, en fait. Puis tu vas déplacer ton dirigeable sur ces hexagones-là. Sur certains hexagones, tu vas aller chercher des ressources. Il y a des villes qui se trouvent sur fait que tu vas cheminer, puis tu dois, à chaque tour, aller de ville en ville avec ton dirigeable, puis renforcer de plus en plus ton dirigeable, upgrader ton dirigeable, puis faire des points, évidemment. Mais c'est ça, ça ressemble à Footprint parce que c'est un peu le même principe. Tu avances sur des hexagones de gauche à droite. Puis tu peux revenir en arrière aussi si tu veux, comme dans Footprints. La seule différence, c'est que c'est pas nécessairement une course, dans le sens que dans Footprint, si tu arrives à aller jusqu'au bout, tu fais des points. Dans celui-là, il y a pas, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas nécessairement voyons, je cherche le mot, là, il n'y a pas de facteur course, mais évidemment, plus tu t'avances, plus tu vas loin, plus tu arrives sur des endroits payants, des endroits plus touchés aussi à résoudre, mais qui sont payants. Fait que tu es encouragé à aller explorer le plus possible, autrement dit, puis d'aller le plus possible vers la droite. Donc, il y a un côté vraiment le fun dans ce jeu-là là, qui rappelle les jeux de Pfister, c'est-à-dire que tu as des cartes qui sont super importantes. Donc, ces cartes-là vont, quand tu vas les construire, bon, tu peux les construire avec des ressources, mais aussi avec d'autres cartes. Puis, ces cartes-là vont soit te faciliter la tâche en upgradant ton dirigeable, c'est-à-dire dans sa façon, mettons, le maximum de mouvement qu'il peut faire, sa force de combat, etc., mais aussi pour les ressources. Donc, tu as collecté les ressources, des espèces de bypass pour pouvoir construire des choses plus facilement. Évidemment, les cartes valent toutes des points à la fin de la game. Donc, plus tu construis de cartes, plus tu as de points. Puis, il y a un côté très cool qui est, oui, deck building. Oh, attendez un instant, mon garçon s'en vient. Je vais faire une petite pause. Bon, ouais, je vais continuer ce que je disais, mais je me retrouve quelques heures plus tard. Donc, faire un podcast tout d'un bout, hein, à nos âges, c'est pas si évident. Fait que, ouais, c'est ça, mon gars est venu me chercher pour jouer à un jeu, hein, pas plate. Fait que, on a joué à Let's Go to Japan ensemble. Fait que je vais vous en parler aussi de ce jeu-là, une grande nouveauté que j'ai eue. Fait que bref, ouais, c'est ça, pour Cloud Age, ben, il y a le côté deck building parce que à chaque tour, tu piges de ton deck 2 cartes. Donc, ils vont avoir une force dessus. En général, de 0. Pour le départ, là, c'est de 0 à 3 de force. Donc, la première carte, en fait, les 2 cartes que tu piges, la plus faible va toujours définir le nombre de... Hey, mon gars, c'est quoi? C'est-tu le mouvement? En tout cas, les 2 forces ont une influence sur le mouvement que ton dirigeable va avoir.
Ce qu'il faut faire, en fait, c'est ça, c'est que l'histoire un peu, c'est que, bon, le thème, tu sais, bon, le monde a été détruit sous les flammes, est répandu et recouvert de fumée, de brouillard, et nous, on se promène en dirigeable au-dessus des villes, puis on doit se promener de ville en ville pour collecter des ressources, pour planter des arbres. Bon, il y a un petit côté environnemental, tout ça, là. Donc, le thème, il est quand même funny, il est quand même fun et fun. Puis ce qui se passe, c'est que, bon, à chaque fois qu'on bouge notre dirigeable, on va aller dans une ville, on va combattre, si on n'est jamais allé dans cette ville-là, on va combattre la faction qui est présente dans cette ville-là. Puis une fois que c'est fait, si on gagne le combat, on gagne une récompense. Puis après ça, on décide de faire une action, en fait. Ça va être la phase action, en fait. Fait que tu as une phase déplacement, tu as une phase combat. Puis ensuite, tu as une phase production qui se trouve à être au début. Là, excusez, je ne fais pas ça dans l'ordre, mais ta production, bien, à chaque tour, si tu es avancé sur le tableau de la production, tu vas produire de l'eau, en particulier, la ressource de l'eau qui est très importante. Puis une fois que c'est fait, tu as la phase action. Fait que là, tu vas décider entre 3 trucs. Soit d'aller chercher des ressources dans la ville, soit construire. Donc, soit la construction, c'est soit upgrader ton dirigeable ou construire des cartes. Puis, tu as aussi l'option de planter des arbres. Donc, toutes ces options-là sont le fun parce que il y a un peu comment je pourrais dire ça, une twist follow the leader dans le jeu-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un joueur, le joueur principal fait une action, tous les autres joueurs font une action, la même action, mais plus faible. Donc, ça, c'est très cool. Donc, par exemple, si je fais une action construction, ben moi, j'ai le droit d'en faire 2, alors que tous les joueurs peuvent en faire une. Sinon, pour aller chercher des ressources, ça c'est le fun. En fait, comment c'est fait, c'est bien jazzé. C'est que tu as toujours le choix entre 3 cartes villes qui sont dans des petites pochettes en plastique, des petites sleeves avec des nuages dessus. Tu comprends? Fait que tu vois un peu à travers les nuages la ville. Ça donne un indice des ressources que tu, mais tu ne sais pas la quantité. Fait qu'il y a un peu un genre de côté bêté là, dans le jeu-là, dans le sens que quand tu fais l'action, mettons, je fais l'action d'aller chercher des ressources, ben je vais choisir entre 4 ressources laquelle je pense qu'il y en a le plus. Mettons, je dis, OK, moi, je pense que c'est du fer qu'il y a le plus dans cette ville-là. Fait que je mets mon pion là, les 3 autres joueurs, les 2 autres joueurs, etc. vont aller mettre leur pion ailleurs. Après ça, on révèle la carte de la ville. Puis là, ben, tu vois combien de ressources tu as gagné. T'sais. Fait que tu peux soit avoir bêté vraiment bien, puis tu fais, yes, je fais 3 fers, 4 fers ou j'en fais juste un. T'sais. Fait qu'il y a toujours un petit côté d'incertitude là-dedans. Puis ce qui est très le fun aussi, c'est qu'une fois que cette carte-là a été révélée, elle va dans ta pioche et devient tout d'un coup une carte que tu vas piger au début de ton tour pour déterminer la force de ton tour. Fait que ça, c'est très cool. Puis sinon, l'autre action, c'est de planter des arbres. En fait, c'est que tu peux aller piocher dans une poche des tuiles, des petits hexagones. Tu vas piger ces tuiles-là à certains moments durant la game. Puis cette action-là te permet de planter des arbres qui vont te donner des ressources. Donc, tu as 2 types d'arbres. Tu as des arbres, en fait, des tuiles que quand tu vas les planter, tu vas tout simplement les remettre dans la poche. Mais tu as des tuiles plus fortes que quand tu vas planter, tu vas les planter directement sur le plateau de joueur. Puis là, ce qui est cool, si tu arrives à planter ces végétations-là adjacentes à ton dirigeable sur des bonus, tu gagnes ces bonus-là. Fait que bref, il y a plein de façons de faire des bonus dans ce jeu-là. Le jeu est super dynamique, il y a plein d'actions possibles. Il y a du follow the leader. Vraiment le fun. Moi, j'avoue là, que c'est un jeu que je trouve très, très bien fait. Ton dirigeable, comment il est fait, c'est que tu as, en fait, ton plateau de joueurs, c'est un dirigeable avec des bouts de board qui vont, un peu comme des casse-têtes, là, s'enlever et se remettre en les flippant, donc pour indiquer que tu as upgradé cette partie-là du dirigeable. Fait que tu as des hélices pour accentuer son mouvement, tu as des trucs pour accentuer sa force de combat. Puis aussi, tu as d'autres tuiles que tu vas revirer pour sa force de plantage. Donc, combien de tuiles végétation tu vas pouvoir planter à ton tour quand tu choisis cette action-là. Tu as aussi de l'énergie. Donc, l'énergie, c'est ça. Je viens de retrouver là. Quand tu vires les cartes,
La carte la plus faible, si je ne me trompe pas, va te donner ton énergie, puis la plus forte va te donner ton mouvement, si je ne me trompe pas. Puis l'énergie, c'est un peu une monnaie d'échange, parce que l'énergie, tu peux toujours en échanger un pour faire un mouvement de plus. Quand tu fais un combat, comment ça fonctionne le combat, c'est que tu vires une carte de ta pioche, puis cette carte-là détermine la force de ta force de combat. Puis si tu veux l'augmenter, tu peux piger d'autres cartes, mais il faut que tu payes de l'énergie. Bref, je ne vais pas plus loin. Cloud Age, moi j'ai joué 2 fois à 1, 1 fois à 2. Puis ça a toujours été vraiment le fun. Fait que là, j'ai vraiment hâte de rejouer. Là, le fait de rejouer à ce jeu-là, ça m'a vraiment fait super triper. Fait que ouais, Cloud Age, voilà pour mon expérience. Ensuite de ça, un autre jeu que j'ai joué en solo, donc qui a été un énorme coup de cœur d'ailleurs. Je ne sais pas si ça va être mon coup de cœur du mois de juin, mais il y a des bonnes chances, à défaut d'être original. C'est Evenfall. Donc, Evenfall. Le jeu que je me trompe toujours de nom, je dis toujours Everfall ou Evendell. Écoutez, c'est vraiment un super bon jeu. Thématique, qui est accessoire, mais tant qu'en avoir une qui est quand même très bien faite, dans le sens que la production du jeu est très belle. J'en avais parlé, les illustrations, tout ça, c'est magnifique. Curieusement, je ne sais pas si je me souviens, Evenfall BGG, qui est quand même un... Attendez, là. 7.8 sur 10, donc très bonne cote. Donc on doit se battre, des sorcières doivent se battre pour s'emparer du trône enchanté. Stefano Di Silvio qui a fait ce jeu-là. Qui a fait juste ce jeu-là, je pense. C'est quand même un excellent, très bon premier jeu. Donc ce jeu-là, c'est vraiment un jeu de cartes. Donc qu'on va en fait... Ce qui se passe, c'est qu'on va, en tant que sorcière, c'est un placement d'ouvrier, oui. C'est aussi un jeu de tableau building, quand même, à deux étapes, je dirais, là, parce que dans ce jeu-là, un peu à la Ancient Knowledge, tu vas chercher des lieux de pouvoir sous la forme de cartes que tu vas installer à côté de ton board. Ces lieux de pouvoir-là peuvent tous accueillir un rituel. Donc, ça peut être soit un artefact, un familier, un enchantement. Puis, ce rituel-là et des fois la carte du lieu aussi vont valoir des points. Ces cartes-là, ces lieux-là, en fait, leur fonction première, c'est de te donner des ressources. Donc, tu les alignes un à côté de l'autre, à côté de ton board. Ils coûtent toujours soit 1 ou 2 sorcières pour aller les chercher. Puis, une fois dans la manche, il y a 3 manches en passant, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais qui fait que le jeu n'est pas si court que ça, là. Ça va vite, mais pas tant que ça. En fait, tu vas activer en fait ton clan tu vas pouvoir récolter tous tes lieux de pouvoir. Donc, par exemple, je suis allé chercher 3 lieux. Un qui me donne une potion, un qui me donne une feuille, un qui me donne du mana, qui là-dedans est une sorte d'énergie magique, là. Fait que quand tu récoltes, tu vas chercher toutes tes ressources d'un coup. Tu peux faire ça une fois pendant ta manche. Fait que idéalement, le plus que tu as de lieux en haut, plus c'est cool pour aller chercher des ressources. Par contre, d'ici la fin de la partie, tu dois, ces lieux-là, tu dois les faire descendre dans ton cercle restreint. Donc, il y a 2 endroits où tu peux mettre des cartes dans ce jeu-là. Le cercle élargi, où tu vas les mettre en premier, où ils vont te donner des ressources. Et le cercle restreint. Ces cartes-là, tes lieux et les rituels qui sont accrochés vont descendre dans le cercle restreint. Tu ne pourras plus les activer pour les ressources, mais tu vas pouvoir faire des points de victoire avec. Donc, très cool cette dynamique-là. Là, si je fais le parallèle avec Ancient Knowledge, je sais que dans Ancient Knowledge, tu as tes cartes en déclin au-dessus de ton plateau. Puis quand ils tombent en déclin, là, ils valent des points, mais tu ne peux plus les activer. Fait que c'est un peu le même principe. Il y a en fait, les rituels que tu vas mettre sur tes lieux, tu mets toujours la carte par-dessus. Des fois, tu vas créer des bonus si tu mets la bonne carte par-dessus ton lieu, si c'est la bonne sorte. Ce rituel-là va créer un effet soit instantané, soit une case action pour une de tes sorcières. Donc, ça, c'est super. Puis, il y a aussi le côté vraiment cool que dans ce jeu-là, tu as 8 ouvriers. Tu as 4 sorcières puis 4 anciennes, si tu veux, 4 vieilles madames, que tu ne peux qu'utiliser dans ton cercle restreint.
Hein? Fait que tu vois la passe, là. Fait que, mettons, tu crées un lieu avec une case action, tu ajoutes un rituel dessus qui te fait une case action. Puis, cette case action-là, si jamais tu descends ce lieu-là dans ton cercle restreint, ben tu peux te servir de ton ancienne, de ta vieille madame pour l'activer. Fait que tu viens tout d'un coup d'avoir un ouvrier de plus juste en baissant ton lieu en bas. Fait que tu ne pourras plus le récolter, mais tu vas pouvoir l'activer avec un autre ouvrier. Fait que c'est toujours cette balance-là de je veux-tu de la ressource ou à un moment donné, je veux-tu aussi pouvoir avoir plus d'action dans mon tour. Fait que ça, c'est vraiment très cool, cette idée-là. Sinon, ben, au milieu de la table, tu as des plateaux modulaires dans lesquels tu vas aller chercher, ben, je dirais que la fonction première de ces plateaux-là, c'est aller chercher des lieux de pouvoir. Fait que tu vas aller mettre tes sorcières, tu vas récolter un lieu, tu vas ramasser un lieu, tu vas le mettre dans ton cercle élargi. Il y a aussi des cases actions sur ces lieux-là, donc des cases souvent qui servent à transformer des ressources, à acheter une carte pour aller chercher 3 ressources, pour piger des cartes ou bien pour descendre des lieux, justement les faire progresser dans ton cercle restreint. Puis à ça s'ajoute de l'autre côté de ton board, parce que ton board il est un peu fait comme une espèce de rectangle vertical. Là. De l'autre côté, tu peux aller mettre des spécialistes. Donc ça, c'est un autre type de carte qui sont des personnages qui vont te donner des effets souvent très puissants, qui vont être des effets soit activables, donc tu tournes ta carte, tu l'actives, soit des effets instantanés ou des effets récurrents. Tu sais, mettons, à chaque fois que tu dépenses telle ressource, tu peux dépenser celle-là à la place, exemple. Fait que tu peux ramasser ces spécialistes-là de plus en plus à gauche pour d'être le plus puissant possible. Troisième truc, c'est que toutes ces cartes spécialistes-là, ils peuvent être utilisés de 2 façons. Soit tu les mets à gauche de ton plateau pour activer l'action qui se trouve en haut, ou tu payes autrement pour la glisser en dessous de ton board, puis là, ça vient de te créer un effet de fin de partie. Donc, tu vois que c'est vraiment une question de OK, il faut que je fasse de la ressource, parce que tu vas en avoir pas mal à dépenser pour mettre le plus de cartes que tu veux, mais il faut que tu réussisses à créer une espèce de synergie avec tes effets pour que, justement, la production de tes ressources suffisent à pouvoir placer des cartes. Bref, très le fun, Evenfall, vraiment super bien conçu en fait, là, à cause des cartes, des pouvoirs de cartes qui sont tous super intéressants. Il y a quelques cartes qui se répètent, mais même des fois, je pense que si je ne me trompe pas, il y a des cartes. Je ne sais pas si c'est dans ce jeu-là, je me trompe peut-être avec un autre jeu. Donc, je pense qu'il y a quelques répétitions de cartes, mais en tout cas, à date, à chaque game, tu peux vraiment orienter ta game d'une façon différente. Il y a aussi quand même de façon... c'est un jeu qui pourrait quand même être assez un multiplayer solitaire, mais quand même, il y a pas mal d'interactions entre les joueurs. Non seulement parce qu'on va aller au centre de la table, essayer d'aller chercher les lieux qui nous intéressent, les cases d'action qui nous intéressent, qui sont limitées, mais... par rapport aussi à des cartes qui vont nous faire imiter des pouvoirs de l'autre, qui vont être influencés par, mettons, les bonus que l'autre va avoir ramassés. Ça va venir influencer le nombre de points qu'on va pouvoir aller chercher avec un rituel, par exemple. Bref, il y a quand même une super bonne interaction entre les joueurs dans ce jeu-là. Ce qui fait que je dirais de façon générale, c'est vraiment, à tous les plans, là, un super bon jeu, vraiment le fun. Vraiment une belle surprise, Evenfall. Puis le fait que ce soit pas très long, les tours vont quand même vite, puis les games aussi vont assez vite, étant donné qu'on a 3 manches seulement. Là, fait que c'est assez impressionnant en 3 manches, tout ce qu'on peut accomplir. Là. Fait que, évidemment, la première manche, plus ça avance, plus les manches vont être longues. Puis c'est bien le fun aussi quand on réussit le côté que nos bonus de fin de game vont vraiment être durs à aller gagner. Comparé peut-être à d'autres jeux où tes bonus de fin de game arrivent des fois peut-être même dès le début de la partie. Mais là, il faut vraiment que tu ailles les chercher, que tu ailles les placer, que tu payes justement pour les placer. Puis, aspect intéressant, si tu veux mettre, par exemple, je mets un spécialiste en dessous de mon board pour me donner un bonus de fin de game. Si je veux en mettre une autre, ça me coûte plus cher. Donc, c'est pas si évident que ça, aller placer des cartes de bonus de fin de game à la fin en dessous de ton board. Fait que vraiment, vraiment super, là.
Evenfall, c'est une sacrée belle surprise. J'arrive justement d'un week-end chez mon ami Francis. On a joué une couple de fois ce jeu-là. On a eu vraiment du fun, là, vraiment, vraiment du fun. C'est un jeu qui se plug vraiment bien. Fait que je vous le conseille, là, si vous ne l'avez pas essayé. Puis vous aimez le tableau building. C'est vraiment cool, là, la façon que c'est jazzé. Là, c'est très, très hot. Bing, bing, bing! Excusez, en passant, je réalise que en me réécoutant parler d'Evenfall, j'ai oublié un point très important à vous parler, surtout par rapport à l'interactivité entre les joueurs. Là. Dans le fond, c'est un côté du jeu qui est vraiment particulier, qui va venir clore les trois manches du jeu. C'est la phase combat, en fait. Ce qui se passe, c'est que sur chaque plateau modulaire, chaque plateau au centre de la table, il y en a 2 quand on joue à 2 joueurs, sinon il y en a 3. On va compter une majorité sur ces plateaux-là. Puis celui qui va gagner cette majorité-là, en termes de puissance, va gagner le combat, va récolter un genre de pierre magique qui va pouvoir doubler la valeur d'une de ses cartes à la fin de la partie. Donc, ça fonctionne un peu à la Scythe, dans le sens que le mana, dont je vous parlais tantôt, en fait, ce qui va déterminer la force de ta force sur un des plateaux, c'est ta présence sur ce plateau-là. Donc, plus tu as mis de sorcières, plus tu as mis ouvrières sur ce plateau-là, plus tu vas avoir de la force et tu peux aller modifier cette force-là en dépensant du mana. Donc, c'est une des utilités principales du mana. Je dis mana, ça me fait penser à Secret of Mana. Ceux qui savent c'est quoi, hein? Wink, wink. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir une petite roulette sur laquelle tu vas secrètement déterminer comment de points de mana tu vas allouer à ce combat-là. Puis, ce nombre-là va augmenter ta force. Personnellement, c'est une mécanique que j'ai jamais vraiment trippé. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans ce jeu-là, ça fonctionne quand même bien dans le sens que ce que je trouve le fun, c'est que même si tu perds le combat, tu as quand même des récompenses. Fait que ça, je trouve que ça vient un peu sauver la mise. Mais en tout cas, il y a qu'un côté trillant en même temps à ça, là. Donc, plus tu ramasses de mana, plus tu as des munitions, bref, pour faire le combat. Fait que tu sais, celui qui va avoir la plus grosse force va gagner la pierre magique. Puis sinon, après ça, selon le nombre de combats que tu as eu, ton score que tu vas avoir fait, tu vas avoir des récompenses. Donc, à partir de 4 points, tu piges une carte. À partir de 6 points, soit tu gagnes des points de victoire, soit tu gagnes des ressources. Puis à partir de 8 points, si je ne me trompe pas, là, je pense que tu peux transférer un de tes lieux de pouvoir dans ton cercle restreint ou quelque chose d'autre comme ça. Fait que, bref, c'est quand même le fun, ça, cette fin de manche-là, où ça fait quand même une belle interaction entre les joueurs, là, où tu vas vraiment... ils appellent ça un combat, mais c'est un grand mot là, pour... c'est comme de la majorité, une question de majorité de présence sur un plateau qui va être modifiable là, avec une petite roulette puis du mana. Fait que c'est bien intéressant, c'est bien le fun. Fait que voilà, c'était juste ça ma petite remarque sur Evenfall. Je trouvais ça un peu poche de ne pas vous parler de ça. Donc voilà, on revient au podcast. Au revoir. Sinon, un autre jeu dans ma grande semaine de célibataire que j'ai joué tout seul, c'est une nouveauté, un jeu que j'ai commandé à Board Game Bliss. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site canadien de jeux de société. Ça s'appelle Let's Go to Japan. Donc, super belle surprise encore une fois. Ça, c'est un jeu qui m'avait vraiment intrigué dès le début à cause de son titre puis de son look que je trouve vraiment super beau. Les illustrations sur ce jeu-là sont irréprochables. C'est magnifique. Let's Go to Japan, un jeu de 2024, 7.9 sur BGG, donc très bien coté. Un jeu de 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, pour une complexité de 2.13 sur 5.
donc qui a été désigné par Josh Wood, si je ne me trompe pas, le même qui a fait Santa Monica, entre autres. Puis plusieurs artistes, là, dont plusieurs Japonais, évidemment, là, étant donné que le thème, ben, c'est le Japon. Donc, le thème est vraiment le fun dans ce jeu-là, en fait, là, c'est qu'on est des voyageurs, des touristes qui vont planifier leur voyage au Japon. Donc, c'est un jeu qui se joue assez rapidement, là. Justement, je viens de jouer avec mon fils tantôt. J'ai expliqué le jeu, il a très bien compris. Donc, c'est vraiment un jeu où on va... Il y a un côté qui me fait penser à tu sais, c'est vraiment de la... Je sais pas si je pourrais dire de la programmation d'action, en tout cas, mais il y a un côté qui me fait penser à Far Away, dans le sens que Far Away, tu sais, on place une carte après l'autre, puis après, on les active une après l'autre, mais bon, dans le sens inverse. Dans ce cas-ci, c'est pas dans le sens inverse, mais il y a quand même le côté où on va planifier notre semaine avec des cartes. Puis, une fois que la semaine est complètement planifiée, là, on va la passer d'un bout à l'autre, puis on va aller scorer. Donc, le principe, c'est qu'on a deux types de cartes. On a des cartes Tokyo et des cartes Tokyo, puis l'autre, Kyoto. Puis, en fait, on va aller piger dans ces paquets-là pour nous planifier des activités, soit à Tokyo, soit à Kyoto. Puis, bon, comment ça fonctionne, là, c'est que, premièrement, il y a 5 catégories dans lesquelles il faut avancer dans ce jeu-là. Fait que tu as la catégorie magasinage, la catégorie temple, la catégorie expérience unique, la catégorie resto, puis une autre catégorie, non, juste qui se trouve, je pense, à être la catégorie du bonheur, catégorie nature, ce que je pense c'est ça. Fait que, selon les activités, on va avancer dans ces catégories-là, on va avancer des jetons sur une échelle. Puis plus on avance ces jetons-là, plus ils scorent à la fin de la game. Fait qu'à partir d'un certain écran, tu gagnes 4 points par jeton, 8 points, 12 points, etc. Fait que dans ton voyage, tu as ça à penser. Tu as sur quelles activités je veux miser. Tu ne peux pas les faire toutes ensemble, évidemment, parce que là, tu ne feras pas assez de points. Fait qu'il faut que tu essayes de scorer dans une ou deux, peut-être 3 catégories. Tu sais, genre, veux-tu vraiment miser sur les temples, sur la nature, les restos, etc. Donc, quand en fait, il y a toute une mécanique quand on va... les manches, en fait, les manches qu'on va jouer, il y en a 13. Donc, souvent, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est d'aller chercher des cartes dans les decks, puis en placer une, puis en donner une à son voisin, qu'on va mettre dans une pile face cachée. Fait que soit, il y a 4 manches où on va chercher une carte de chaque paquet, de chaque ville. On en choisit une qu'on joue, et on en choisit une qu'on donne à notre adversaire, ou si on est plusieurs, ben à celui de gauche, là, je pense. Fait que comme ça, on va aller placer nos cartes une après l'autre. 3 cartes par jour, du lundi au dimanche. Puis, ça va créer notre voyage, notre trajet au Japon. Donc, ces cartes-là, ben, on va les jouer premièrement pour leurs points. Les cartes valent des points. Donc, mettons, juste la carte de fait de la poser te donne des points. Ensuite de ça, toutes les cartes qui vont se retrouver en bas des 3 à chaque jour vont te valoir des points bonus si tu réussis à remplir la condition. Fait que, mettons, tu as réussi à ramasser jusqu'à maintenant 3 icônes de resto. Bravo, tu fais 5 points, puis mettons 2 points par jeton de resto puis de nature, par exemple. Fait que tu as plein de bonus comme ça qui vont s'activer optionnellement si tu es assez wise, assez bon pour placer tes cartes bonus au bon endroit, puis de récolter, d'aller placer tes icônes au bon endroit aussi. C'est pas si évident que ça, parce qu'évidemment, bon, c'est le hasard, c'est des cartes que tu vas piger, les cartes que tu vas prendre. Au moins, tu as toujours le choix entre soit 2 cartes ou 4 cartes. Fait que soit tu places une carte puis tu donnes l'autre, soit tu places 2 cartes puis tu donnes l'autre. Fait que, évidemment aussi, plus ça avance, plus c'est facile de faire des bonus parce que plus tu ramasses d'icônes dans toutes tes cartes de toutes les journées. T'sais. Fait que le lundi, quand tu as juste 3 cartes de poser, moins évident d'aller faire un bonus ils appellent ça un bonus du jour. Là. Non, ça, c'est pas le bonus du jour, c'est vraiment le bonus bonus de la carte du bas. Là. Bon, à ça, il se rajoute d'autres affaires, c'est-à-dire que chaque jour va être propice pour une des catégories. Plus tu mets d'icônes de cette catégorie-là dans cette journée-là, tu vas aller te chercher des bonus aussi. Il y a un côté le fun aussi, qui est que, mettons que tu pognes une carte puis tu l'aimes pas, tu peux décider de la revirer de bord
Puis dans ce temps-là, ça veut dire aller prendre une marche. Fait que tu laisses un peu cette activité-là au hasard. Puis quand va venir le temps de scorer tes cartes, bien cette carte-là que tu vas avoir été chercher dans le deck sans la retourner puis la mettre du côté, aller prendre une marche, tu vas pouvoir décider de la tourner pour prendre un guess puis dire peut-être je vais faire des points, ou la laisser revirer, puis juste te redonner un peu de bonheur, te redonner quelques points sans que ce soit extrême. Parce que dans le jeu-là aussi, il y a cette échelle-là, il y a l'échelle du bonheur en fait. À quel point ton voyage va t'apporter du bonheur ou ben, de la fatigue, du malheur. Fait que tu vas avancer ou reculer sur cette échelle-là. Puis plus tu avances sur le bonheur, bien évidemment, plus tu fais de points, plus tu recules dans le malheur, plus tu perds des points. Puis c'est super thématique, parce que tu as des activités qui vont t'apporter des points, mais qui vont t'apporter de la fatigue ou du malheur. Par exemple, tu vas dans un hôtel de luxe, bien, ça va donner beaucoup de points. Ça va t'amener du confort si tu réussis à avoir le bonus de la carte. Mais en même temps, c'est super cher. Fait que tu perds du bonheur, tu perds de la joie à cause du trou que ça vient de faire dans ton portefeuille, tu sais. Fait que c'est super thématique. Toutes les cartes, toutes les activités, tous les bonus sont thématiquement font du sens. Ils sont nommés, ils sont expliqués. Fait que tu as vraiment l'impression de faire un voyage au Japon puis d'avoir une idée du type de voyage que tu as fait. T'sais. Fait que as-tu passé ta journée dans un centre d'achat? Ça a-tu été fatigant? T'es-tu revenu de ton voyage complètement crevé? Puis ce qui est super intéressant aussi, c'est que quand tu vas compter les points à la fin de la game, à chaque fois que tu changes de ville, entre, mettons, Tokyo ou Kyoto, il faut que tu prennes le train. Puis le train, ben c'est fatigant. Fait que si tu changes trop souvent de ville, tu perds des points. Tu perds 2 points à chaque fois à cause du train parce que ça crée de la fatigue. Tu vois? Fait que tu sais, c'est quand même super thématique, c'est très logique. Tu as aussi des trains, des billets de train bonus que tu peux ramasser. Ça, c'est un train de luxe. Fait que quand tu prends ce train-là, au lieu de t'enlever des points, ça t'en donne, puis ça te donne aussi du bonheur. Donc, parce que c'est bon, c'est luxueux, c'est le fun, c'est reposant, tout ça. La vie de Pacha. Donc, voilà, tout simplement. Fait que ça s'appelle vraiment, je dirais, du tableau building en programmation. Fait que, tu places tes affaires une après l'autre sans savoir qu'est-ce que tu vas piger, en essayant de te débrouiller le mieux possible pour tirer le plus possible ton parti, là, puis de faire le plus de points possible. L'interaction est quand même là parce que les cartes qu'on ne choisit pas, on les donne à l'autre joueur. Fait que c'est intéressant comment c'est fait. C'est que, mettons, 4 tours de suite, je vais choisir une carte puis je vais en déposer une sur le plateau de mon adversaire. Puis là, le tour d'après, toutes les cartes qui ont été mises là, on les pige toutes, on les prend toutes. On en choisit 2, on en redonne 2. Ça marche toujours comme ça. Fait que, les cartes circulent vraiment autour de la table. Bref, gros coup de cœur encore une fois. Je m'attendais à rien de ce jeu-là. Moi, je l'ai juste pris à cause du thème que je trouvais super intéressant. Moi, le Japon, ça m'attire au bout. J'aimerais ça y aller. Le voyage, j'adore ça. Bref, je trouvais l'idée du jeu super. J'ai bien aimé Santa Monica aussi, là, que je trouvais qui était un jeu, encore une fois, là, ça se passe en Californie, mais tu sais, très unique en son genre, pour le thème, mais aussi pour la mécanique. Donc, Josh Wood, là, il est très cool à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a des idées vraiment originales puis qui fonctionnent bien. Ce jeu-là, thématiquement, mécaniquement, ça marche super bien. C'est des parties de 20 minutes à peu près, pas très long, mais vraiment le fun. Puis les paquets sont gros. Tu as des gros paquets, des grosses cartes, des belles grosses cartes, là. Fait que la production du jeu, non seulement les illustrations, mais aussi la production, les composantes, tout ça, là, tout est super. Tout est super bien fait. Fait que, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce jeu-là? Ben, procurez-vous-le. En plus, puis ça, c'est quelque chose que j'aime, chaque carte, il y a une description dessus qui va aller décrire, par exemple, l'hôtel en question, le restaurant en question, le parc. Donc, tout est très bien fait. Il y a des descriptions qui ne sont même pas nécessaires. Moi, j'ai le jeu en anglais. Fait que, tu sais, j'ai joué avec mon gars, puis lui, bon, il comprend l'anglais un peu, mais tu sais, t'es pas obligé. Ces descriptions-là sont super optionnelles. C'est juste pour venir enjoliver le jeu. Un peu comme les descriptions des oiseaux dans Wingspan, là. Fait que c'est ça. Mais sinon, le jeu est très universel, marche dans les 2 langues. L'iconographie est super claire. Ça fonctionne très bien. Fait que j'ai aucun regret de l'avoir acheté en anglais pour ça. C'est vraiment super. Fait que Let's Go to Japan, qui mérite amplement sa note là, de 7.9 sur 10 sur BGG.
Ensuite de ça, à ma semaine, ma semaine de célibat, j'ai joué évidemment à Dorf Romantique. J'ai continué à jouer à ça, à enfiler les games. Sinon, il faut que je vous dise que je suis rendu déjà à 100 games là, sur BGA avec le jeu Solstice, que j'aime vraiment beaucoup. Je suis tombé dans ce gouffre-là un peu à la façon là, de Sea Salt and Paper. D'ailleurs, que je joue encore une fois de temps en temps, là, que j'aime bien sur BGA. Mais Solstice, là, écoutez, c'est le fun. La qualité de ce jeu-là, c'est que ça joue très rapidement. Les games sont toujours très différentes à cause du hasard, à cause de ce que tu vas aller piger. En même temps, il y a de la stratégie, il y a quand même façon de se débrouiller. Tu n'es pas juste dépendant du hasard. Fait, comme je disais, tu construis un panorama, tu fais une montagne qui est divisée en cartes, puis ça joue juste à deux. Fait que, chacun va chercher des cartes, essaye de faire la plus grosse zone de cartes adjacentes possible. Puis évidemment, les cartes que tu vas chercher, l'autre ne les aura pas parce qu'il y a une carte par morceau du casse-tête, si tu veux. Puis bon, si tu arrives à connecter le sommet et la base, la base et le sommet de la montagne, tu allumes des feux, tu fais des points bonus. Dès que tu places des cartes, tu fais un carré, tu vas chercher des esprits qui vont te donner des bonus aussi. Bref, un jeu de Catala, je trouve excellent. J'ai hâte je l'ai commandé, je l'ai précommandé à Philibert, j'ai hâte de l'avoir. J'ai hâte de voir là, en vrai s'il est aussi le fun, parce que c'est quand même beaucoup de la manipulation, là, faire ta montagne, placer tes cartes. Mais ça n'a pas l'air si pire. Je pense que ça devrait bien aller. Mais en tout cas, sur BGA, allez-y, essayez ça, gang. Je vous conseille. Là, j'ai vraiment, je suis encore poigné là-dedans. Là, je joue énormément à ce jeu-là. J'aime vraiment ça. Sinon, bon, on s'en va à toutes les parties. OK. Fait que ça ressemble à ça, ouais, pour les jeux en solo que j'ai joué. Sinon, je reviens d'une fin de semaine vraiment tripante avec mon ami Francis. Ça a donné qu'on était juste nous deux. C'est rare que ça arrive, mais on s'est dit, coudonc, let's go. On va faire un franc-fouille coton, un festival juste nous deux pour jouer à des jeux, découvrir des jeux, se montrer des jeux, mais aussi jouer à des jeux qu'on connaît. Fait qu'on a joué, entre autres, à Érudit du Tigre du Sud, Stroganov, Evenfall, comme je le disais, Caper Europe, Ark Nova, une super partie, Harmonie, puis ça ressemble à ça. Fait que 9 games pendant la fin de semaine, ça a vraiment été cool. Érudit, Érudit, qui a été la première game qu'on a fait à mon arrivée. Je vais regarder ça tout de suite. Fait que ça, évidemment, c'est un jeu de Shem Phillips, Scholars of the South Tigris. Donc 8.1 sur 10 sur BGG. Un jeu de 2023, 1 à 4 joueurs. C'est écrit 60 à 90 minutes, mais ça, c'est pas très vrai. Parce que nous autres, notre game, écoutez, il y a eu l'explication, bien sûr, mais ça a quand même duré 4 heures. Fait que, tu sais, il me semble qu'on n'a pas été si lent que ça en plus à jouer. On a pris notre temps. Moi, ça ne m'a pas paru 4 heures. Fait que ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que la game était le fun et que ça a passé vite. Mais quand même, ça a été un bon chunk de notre journée là, pour jouer à ce jeu-là. Quand même assez complexe, je vous dirais, pour un jeu de Shem Phillips, là, à ce que j'ai été habitué, c'est du 4.04 sur 5. Fait un peu au-dessus de ma taille, je vous dirais. Mais ça a quand même bien été. Là. Mais tu sais, l'explication, c'était quand même costaud. Le jeu est costaud. Il y a beaucoup d'avenues, beaucoup de façons de jouer. Fait que dans le fond, le thème de ce jeu-là, c'est que tu vas traduire des textes. Donc, ce que tu dois faire, c'est engager des traducteurs pour... premièrement, faire des voyages, aller chercher des textes, ensuite engager des traducteurs pour les traduire. Puis, évidemment, quand tu les traduis, tu te crées souvent des bonus de fin de game, donc des cartes, des objectifs de fin de game, je veux dire. Mais c'est ça, ces cartes-là, ils donnent des points, mais en même temps, ils te créent des objectifs. Mettons que tu fais, je sais pas moi, 1 point par texte hébreu que tu as fait traduire. Donc, ça se passe dans des années, je me souviens pas trop, le 16e siècle, quelque chose comme ça. Mais il faut toujours que tu arrives à traduire tes textes en arabe. Mais tu sais, des fois, un texte ne va pas se traduire directement. Plus ton texte, autrement dit, est profond, mettons, en sanskrit, en grec ou je ne sais pas quoi, tu ne peux pas
le traduire directement en arabe. Tu sais, des fois, il faut que tu passes, mettons, du sanskrit au syriaque, puis après du syriaque à l'hébreu, puis après de l'hébreu à l'arabe, par exemple. Fait que des fois, traduire un texte, ça ne va pas te demander juste d'engager une personne, mais d'en engager 3. Hein, tu vois, fait que, puis ces traducteurs-là, il faut qu'ils soient disponibles, il faut que tu les aies engagés. Donc, il y a un petit côté qu'on reconnaît à H.M. Phillips, dans le sens que tu as des traducteurs en haut du jeu. Tu peux t'en servir unique pour un effet unique ou engager ce traducteur-là, le payer, puis aller le placer en bas du board pour pouvoir éventuellement l'engager en lui donnant de l'or. Donc, tout ça s'organise sur un board très grand où tu vas avoir différentes régions où tu vas pouvoir aller agir. Fait que tu as l'endroit pour engager des traducteurs, tu as l'endroit pour les faire travailler, tu as l'endroit pour voyager, aller chercher des textes qui se trouvent à être une espèce de rondelle. Là. Tu vas bouger ton truc autour d'une zone, puis d'aller chercher des bonus ou des cartes. Tu vas pouvoir réserver des cartes aussi, puis s'ils sont achetés, s'ils sont traduits, ben, tu vas recevoir de l'argent. Puis, tu as l'endroit dans les temples où les textes vont être traduits, tu sais, 3 temples. Là. Puis, tu as la zone centrale qui est une zone avec des échelles sur lesquelles tu vas monter dans différents skills. Puis, évidemment, qui vont te donner des points en fin de partie, qui vont t'amener des bonus, des revenus à chaque manche. Donc, tu as, par exemple, la philosophie, la biologie, les mathématiques, la physique, etc. T'sais, fait qu'il faut que tu montes dans toutes tu essaies de monter sur toutes ces échelles-là. Puis, évidemment, des bonus de fin de partie qui vont aller scorer, tout dépendamment d'où tu es rendu sur ces échelles-là. Fait que moi, par exemple, si je me rendais au top de l'échelle de la philosophie, je gagnais 5 points, par exemple. L'iconographie fait penser à tous les autres jeux de H.M. Phillips. Là, on retrouve exactement les mêmes, même les mêmes personnages, là, le même artiste que d'habitude. Puis, l'iconographie, encore, on retombe sur nos patins dans le sens que c'est exactement la même affaire. Fait que c'est un jeu qui a été désigné par S.J. McDonald et H.M. Phillips, puis même artiste, là, Michal Dimitrievski, qui a illustré vraiment une grosse quantité de jeux de ce gars-là, puis d'autres jeux aussi. Donc, l'aspect vraiment cool dans le jeu-là, c'est que tu fonctionnes avec des dés, en fait. C'est vraiment des dés, puis des dés colorés. Fait que non seulement le nombre du dé va déterminer la force de ton action, puis tu sais, tu peux des fois, quand tu joues une action, tu vas mettre des dés pour faire cette action-là, soit un ou 2 dés qui vont déterminer la force de l'action, mais aussi la couleur du dé va déterminer où tu vas pouvoir aller jouer. Fait qu'il y a une zone où, mettons, quand tu engages du monde, par exemple, la couleur des dés n'a pas d'importance. Mais si, mettons, tu veux monter sur une certaine échelle pour augmenter tes skills, si tu veux aller traduire tel ou tel texte, ça prend une couleur de dés spécifique. Fait que tu as les couleurs de base, tu as, mettons, le jaune, le bleu puis le rouge. Puis ça, souvent, c'est pour des actions plus simples, je te dirais. Puis, si tu arrives à avoir des couleurs secondaires, mettons que tu mélanges 2 dés, par exemple un jaune puis un rouge, ça fait orange. Bien là, tu peux aller faire une action orange, traduire, mettons, un texte dans un temple orange, par exemple, monter sur l'échelle des trucs oranges, qui, si je ne me trompe pas, c'est l'alchimie ou les mathématiques, je ne me souviens pas. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment la qualité puis l'originalité de ce jeu-là, c'est les dés. Les dés blancs, ben, t'en as quand même plusieurs au début du jeu. Ces dés-là, ben, ils sont cool, mais en même temps, ils sont pas cool parce que si t'en as trop à la fin de la partie, ils t'enlèvent des points. Donc, il faut que tu arrives aussi à nettoyer tes dés. Fait que tu as un dice building dans ce jeu-là assez intéressant. Tu as une poche avec des dés. Tu vas avoir le droit d'aller en chercher un certain nombre au début de la game. Puis au début de la manche, puis plus tu deviens performant, plus tu vas pouvoir piger des dés. Fait qu'il y a une question de hasard, là, de qu'est-ce que je vais aller piger. Puis plus ta poche est intéressante, plus tu as des dés colorés dans cette poche-là qui va faire que tu vas avoir plus de possibilités de faire des actions. Fait que tu sais, plus ça va, idéalement, tu essaies de te débarrasser de tes dés blancs, de ramasser des dés colorés pour pouvoir augmenter ta force. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça, ce côté-là. Le côté aussi visuel, là, de fait des couleurs primaires, des couleurs secondaires, les mélanges que tu peux faire. Tu peux aller modifier la couleur de tes dés avec des petits ouvriers là, de colorés. Fait que les dés blancs, mettons, avec un petit ouvrier jaune, ben, le dé va devenir jaune. Dès que tu mets un dé de couleur avec un dé blanc,
le dé blanc devient de la couleur de l'autre dé. Bref, tu peux faire des mélanges comme ça. Fait qu'il y a moyen de moyenner. Tu n'es pas toujours nécessairement paralysé ou pogné si tu n'as pas la couleur du dé que tu veux. Fait qu'il faut que tu essayes en même temps de ramasser des ouvriers de couleurs différentes pour pouvoir modifier tes dés, tout ça. Écoutez, je n'irai pas plus loin, mais c'est quand même un jeu d'une bonne complexité. Ça a été vraiment une super partie. Je me suis quand même bien débrouillé là, pour un jeu de ce type-là. Pour une première partie quand même. J'étais content de ma game. Là. Ça a fini 87-72 pour Francis. Puis, tu sais, des fois, moi, ces jeux-là, là, quand je commence ma première partie, j'ai vraiment un score de schnout. Mais là, ça a quand même bien été. J'ai pogné le jeu quand même assez bien. Francis l'avait super bien expliqué. Donc, ça a très, très, très bien été pour ça. Donc, un gros succès, Érudit du Tigre du Sud. Bien content. Je ne sais pas si je vais me l'acheter. J'aimerais bien ça en même temps le montrer à ma blonde. Va falloir voir. On va voir ce qui va se passer. Je suis encore paladin. Je n'ai même pas essayé de cette hauteur-là. Fait que, il faudrait peut-être que je fasse les choses par étapes. Là. Mais bref, je ne sais pas. Si à un moment donné, je me le trouve pas trop cher, je vais peut-être me le pogner. Je ne sais pas, vous, si vous avez joué à ce jeu-là, si vous l'avez aimé. De mon côté, ça a été un franc succès. Là. Quand même 8.1 hein, sur BGG, là, scolaire, les scolaires, là, les érudits du Tigre du Sud. Fait que ça va encore faire partie, j'imagine, d'une trilogie là, qui va toujours s'appeler Néné du Tigre du Sud. Hey, ça se fly, hein, je fly aujourd'hui. All right. C'est la fête du Canada. J'ai le temps, c'est le fun. Le jeu que j'ai montré à Francis ensuite, Stroganov. Donc, ce jeu-là, je crois que je vous en avais déjà parlé peut-être. Là, on a fait une vraie belle partie à deux. J'étais content de pouvoir montrer ce jeu-là à Francis. C'était un peu le must, là, son top 5 de ce qu'il voulait que je lui montre. Francis, lui, il décrit ça comme un Parks plus complexe, en fait. Là. Oui, il y a quand même cette question-là, dans le sens que, un peu comme Parks, c'est un jeu où on va voyager de gauche à droite dans un paysage, dans la Sibérie. Donc, le cœur de ce jeu-là, en fait, là, l'histoire, c'est qu'on est des employés par le tsar. On est une famille très riche qui a été engagée pour aller explorer la Sibérie, puis exploiter ces zones-là, apprivoiser la Sibérie, s'enrichir le plus possible. Donc, ce qu'on fait, en fait, ce qui est au centre du jeu, c'est les fourrures. Donc, on va passer notre vie dans ce jeu-là à chasser. Comment ça fonctionne, c'est que, bon, tu as le paysage, un jeu magnifique en passant, là, je veux dire, les illustrations sont incroyables. C'est vraiment toutes des peintures à l'huile, je ne sais pas comment c'est fait, mais ça a l'air beaucoup d'amour qui a été mis dans ce jeu-là. Côté asymétrique, on peut tout avoir un player board différent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on voyage en Sibérie de gauche à droite avec notre Cosaque. Ce paysage-là est séparé en tuiles. Donc, tu as des 4 ou 5 grandes régions qui sont elles-mêmes séparées en 2 ou 3 tuiles. Ces tuiles-là contiennent des fourrures. Fait que tu vas pouvoir aller voyager sur ces tuiles-là, aller chasser, te trouver des fourrures, visiter des villages, des yourtes, aller chercher des cartes objectifs, remplir des objectifs avec tel nombre de fourrures de tel type. Tu vas pouvoir aussi réclamer des tuiles de région, carrément, en les achetant avec des fourrures. Donc, les fourrures, c'est vraiment le centre de la partie. C'est des fourrures numérotées de 2 à 8 qui représentent un animal. Puis ces fourrures-là vont vraiment, bon, tu sais, chaque région va être déterminée par une fourrure qui va déterminer ce que tu vas devoir payer comme fourrure pour faire certaines actions. Tu peux faire des actions supplémentaires en payant le bon type de fourrure. Tu peux aller au marché. Bref, c'est vraiment toute une gestion de fourrure, vraiment ça. Là. C'est dur à décrire, mais c'est vraiment super le fun, ce jeu-là. On a vraiment eu du fun. Je pense que l'explication a bien été aussi. Très belle partie là, de Stroganov, qui est un jeu, je trouve, assez unique en son genre. Là. En parlant, je parle de fourrure, tout ça, ça a l'air assez basique, mais c'est assez complexe, c'est assez tinky. Où je m'en vais pour acheter telle fourrure, chasser, ce qui va me permettre d'aller faire telle ou telle action. Bref, l'ambiance du jeu puis les mécaniques marchent très bien. Ça se fait en 4 années, si je ne me trompe pas, qui sont séparées en 2 saisons, l'été, puis donc 4 saisons, printemps, été, automne, hiver.
Donc, les 3 saisons sont faites pour faire des actions. À l'hiver, tu ramasses tes revenus. Tu vas aussi avancer sur une piste d'histoire, en fait. Là. Fait que plus tu as vécu d'aventure, plus tu vas pouvoir gagner des points d'histoire, composer des chansons avec ça, qui vont te rapporter des bonus. Donc, à chaque année, comme ça, tu t'avances en Sibérie. Puis après, à l'hiver, tu reviens en Russie, tu reviens à la capitale pour te reposer, puis gagner tes revenus, puis tout ça. Puis après, tu recommences. Puis plus ça va, plus tu peux aller loin en Sibérie, plus tu as de possibilités d'action. Vraiment le fun. Ça a été une super bonne partie, là, Stroganov, qui est un jeu pas très connu, pas très... tu sais, c'est ça, personne n'en a parlé vraiment, mais moi, je trouve qu'il est un beau diamant dans le sable. Tu sais, je donne un bon 8 sur 10, là, bien sonné. Ce jeu-là est vraiment super. Je vais regarder rapidement, là, Stroganov, un jeu de 2021, 7.3 sur 10. Toi, moi, je donnerais plus que ça. Donc, créé par Andreas Steeding, celui qui a fait, évidemment, Gugong, et illustré par le magnifique Maciej Janik. Donc, je ne sais pas s'il a créé ou dessiné ou fait d'autres jeux, lui, mais il est vraiment super. Ouais, prêt à porter, détective, a modern crime story, Stupor Mundi, Oak, Stronghold. Donc, bref, il a illustré beaucoup de jeux. Ça se comprend aussi. C'est magnifique son travail, là, vraiment hot. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'il y a une belle... ce qui est le fun dans Stroganov, je trouve, c'est qu'il y a un beau feeling de progression. Tu sais, chaque tour est le fun. Tu peux vraiment planifier tes affaires, puis les récompenses sont tripantes aussi, sont le fun. Le seul défaut, finalement, de ce jeu-là, je trouve vraiment que c'est les composants de la production. Étrange, parce que, tu sais, les illustrations, tout ça, c'est vraiment magnifique, mais la production, les matériaux sont un peu cheap. Fait que c'est de valeur, tu sais. Tu sais, mettons, il y a une monnaie d'échange là-dedans, c'est des chevaux. Mais tu sais, au lieu d'avoir des chevaux, je sais pas, moi, des petits chevaux meeple ou des petits carrés en carton de chevaux, les cartes aussi, tu sais, le matériel de la carte, le carton, il est un peu flimsy, un peu bizarre. Puis le board aussi, tu as toujours peur de le déchirer quand tu le plies, tu sais. Fait qu'il y a un peu une coche, il perd une coche à ce niveau-là là, pour la prod. Tu sais, avoir su, je sais pas si la version Kickstarter Deluxe était mieux. Je suis même allé sur Etsy pour voir si je pouvais pas me trouver une monnaie genre de cheval ou des petits chevaux en bois, tu sais. Pour l'instant, j'ai rien trouvé, mais ça serait vraiment plus agréable là, que de manipuler ces affaires-là. Fait que ça, le défaut de ce jeu-là, je trouve, vraiment, parce que sinon, tout va bien. Le livre d'instruction aussi est un peu mêlant, est un peu confondant. Là, tu sais, c'est pas super clair, il faut le lire plusieurs fois. L'explication du jeu aussi, peut-être un petit peu ardue, parce que une fois qu'on le catch, ça va, mais tu sais, c'est pas évident au début de se dire à chaque tour qu'est-ce que je peux faire. Une action de base, après une action avancée ou une action de base, puis une action avancée supplémentaire en payant une fourrure. Bref, tu vois un peu le principe, ça prend juste la phase action est quand même longue à expliquer, là, vraiment pour qu'on puisse bien la comprendre. Puis tu as plein de petites options gratuites aussi que tu peux faire, tu sais, fait qu'il faut vraiment, faut prendre son temps pour l'expliquer, mais vraiment, là, quel bon jeu. J'ai vraiment hâte de rejouer pour moi. J'aimerais ça l'essayer à 3 ou à 4 un moment donné si ça se peut. Ça serait bien le fun. Donc voilà pour Stroganov. Hey! Salut les amis! On se retrouve suite à mon enregistrement dans la nature. Donc bon, mes projets, écoutez, c'était de faire un one-shot dans le bois, mais finalement, ça s'est quasiment réalisé, mais... finalement, la vie familiale étant ce qu'elle est, on peut jamais trop planifier trop solidement d'avance, hein? Fait qu'on se retrouve en fait une journée, 2 journées plus tard, à plusieurs kilomètres de là. Donc, je suis de retour dans la Charlevoix, la Charlevoisienne. Puis, ouais, c'est ça, quelques péripéties là, qui me séparent du dernier moment que vous venez d'entendre. On s'est ramassé à l'urgence, ouais, figurez-vous donc, moi, ma blonde, puis mon garçon. On est allé là, pas que, c'était pas, rassurez-vous, il n'y a rien arrivé de grave, mais c'est un peu pour faire suite là, à ce que je vous
je vous racontais par rapport à mon garçon, en fait, sans entrer dans les détails, là, je vous disais, bon, que c'est ça, qu'il y avait beaucoup d'anxiété, puis que c'était comme de pire en pire, finalement. Puis, on est arrivé à un moment où on a fait, OK, là, on est un peu, moi je pourrais dire ça, démunis face à ce qui se passe, puis on voyait les choses là, être rempirer. Finalement, là, on commençait à être hors de contrôle, puis surtout, on voyait notre garçon qui en pouvait plus, finalement. Fait que ce qu'on nous a conseillé de faire, là, il y a une amie qui nous a conseillé ça, on n'aurait jamais pensé à ça, mais pour consulter un médecin, un pédopsychiatre qui appelle, là. Donc, ça prend les rendez-vous, évidemment, ça prend une éternité. Donc, la solution qui s'offrait à nous, c'était d'aller à l'urgence tôt le matin. Puis, de cette façon-là, de pouvoir rencontrer quelqu'un la journée même. Écoutez, je sais qu'on entend plein de choses, dire plein de choses par rapport à notre système de santé, puis à quel point ça marche pas bien, puis tout. Moi, je peux dire que dans notre cas, ça a vraiment été, je sais pas, impressionnant, là. On a été pris en main vraiment rapidement. On a passé la plus grosse partie de la journée là, mais on a vraiment été, c'est ça, on a été pris en main, on a été vu par plein de monde, d'infirmières, un médecin, après ça, un pédopsychiatre, puis ils nous ont vraiment pris en main. Ils étaient vraiment fins, on s'est vraiment senti encouragés, soulagés. Tu sais, des fois, on est dans des... Je dis ça là, parce que, bon, si jamais une situation comme ça vous arrive, mais tu sais, des fois, on dirait qu'on pense pas à demander de l'aide. C'est drôle, je pensais à une phrase il n'y a pas longtemps c'est pas qui disait là, que bon, pour élever un enfant, ça prend un village. Puis le fait que nous, maintenant, on est tellement tout seuls dans nos petites familles nucléaires là, avec nos enfants. Nous autres, on est chanceux, là, on a énormément d'aide de nos parents. Mais il reste que, tu sais, c'est ça, c'est le fait que ça prend un village pour élever un enfant. On parle de support, puis bref, d'être entouré là-dedans. Fait que ça nous a fait du bien hier, je vous dirais, là, puis principalement à mon garçon, là, qui était lui-même bien conscient de ce qui y arrivait, puis qui était bien willing de venir finalement là aussi, parce qu'il réalisait que il y avait, c'est sûr, tu as 12 ans, tu n'as pas atteint la maturité qu'il faut. Fait qu'il réalisait qu'il manquait des outils, là, bref, pour tout ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. On a passé la journée, même si ça ne nous tentait pas, mais en même temps, on avait vraiment le goût d'aider notre gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis des fois, comme parents, il y a des choses qui nous échappent, puis c'est ça, faut aller demander de l'aide, surtout pour des trucs comme ça, tu sais, qui sont moins évidents que mon garçon s'est cassé un bras ou mon garçon... je sais pas, moi, c'est ça, tu sais, là, c'est pas ça, tu sais, ça se passe dans la tête, puis c'est toujours dur à pogner ces affaires-là, par quel bout de pogner ça, puis, fait que, ouais, exact, fait que c'est ça qui est arrivé, chers amis, donc ça a été une journée, puis le pire, c'est que, hey, on a joué un jeu, j'ai amené un jeu, j'avais prévu le coup à l'urgence, je me suis dit, on va attendre, probablement qu'on va pouvoir jouer un peu, là. Fait que j'ai amené un petit salt and pepper, puis moi et mon garçon, on a joué un peu à ça là, en attendant. Fait que, bref, même le jeu nous a accompagnés dans cette journée particulière. Mais c'est ça, on est ressorti de là bien content. Là, notre garçon, il va avoir un accompagnement, il va être suivi de proche. Puis on a tout de suite senti qu'il était bien content là, d'avoir été pris en main, puis aussi que des médecins, des spécialistes lui aient parlé, l'aient rassuré. Ça a vraiment fait une grosse partie du travail aussi. Là. Fait que, bref, une belle nouvelle là. Pour commencer cet été. Nous autres, on part en vacances bientôt. Là, on part la semaine prochaine dans le Maine. Hein? Donc, voilà, je vais vous raconter ce voyage-là sans faute en revenant. Fait que ça ressemble à ça, ce qui s'est passé. Donc, anecdote, confidence, hein? Yeah. Fait qu'on se retrouve pour ce dernier segment, chers amis, chers auditeurs bien-aimés de Jeux Confidence. Donc, c'est ça, j'ai fini ma journée. Je m'apprête à reprendre la route au travers des montagnes de Charlevoix qui vont m'accompagner tout au long du voyage. Vraiment un beau paysage, hein, Charlevoix. Moi, je me tanne pas.
Vraiment magnifique. On a un beau pays. J'ai eu un beau témoignage aujourd'hui, je voulais vous dire ça. Aucunement lié au podcast ou au jeu, là. Mais c'était bien touchant parce que moi, c'est ça, je dînais dans un petit casse-croûte, là, dans un... Je sais pas, j'en avais déjà parlé, là, ça s'appelle Chez Veilleux. C'est un genre de casse-croûte dans un sous-sol avec des tables de billard, puis c'est éclairé au néon. Tu sais, c'est bien typique, bien local. Mais écoute, les gens sont smart, puis la bouffe est bien bonne. Puis il y a un monsieur, il y a comme en face de moi une autre table qui mangeait, puis il me disait quelque chose. Puis à un moment donné, je la regarde, puis là, je le reconnais. Je dis, coudonc, c'est un de mes anciens patients. Puis là, il m'a envoyé la main, puis il me dit... ce monsieur-là, c'est bien particulier parce que quand il était venu me voir, il était bien souffrant parce que lui, il avait déjà une perte d'audition. Pour rappel, là, hein, pour ceux peut-être qui savent pas parce qu'ils n'ont pas écouté les autres épisodes, moi, je suis audioprothésiste. Fait que qu'est-ce que ça mange, ça, en hiver? Ben, ça fait des appareils, pas que ça fait, mais ça installe, ça pose des appareils auditifs, ça aide les gens à mieux entendre. Fait que c'est ça que je fais dans la vie au cœur de mes journées. Puis c'est ça, ce monsieur-là, il était venu me voir, puis il était bien mal pris. C'est un monsieur bien actif dans la vie, bien actif dans sa communauté aussi. Là, il est au conseil municipal. C'est un monsieur qui malgré son âge, là, était très actif. Puis il y avait des gros problèmes d'audition. Puis il y avait eu une chute assez soudaine. Là, tout d'un coup, il n'entendait plus rien, même avec ses appareils auditifs. Puis il était bien... C'est dur dans ce temps-là parce que tu peux plus fonctionner. T'as comme une grosse perte de confiance en toi aussi parce que tu n'es plus capable de faire tes fonctions dans la vie. Tu n'es plus capable de te rendre utile puis de travailler, puis c'est ça, de vivre, d'avoir des contacts sociaux, puis tout. Bref, c'était pas évident. Puis ça n'a pas été facile de l'aider, puis tout ça. Mais finalement, on a trouvé une solution ensemble. Puis là, c'est ça, ça faisait quelques mois que je l'avais pas vu. Il m'a regardé, puis il m'a dit « Hey, ça marche super bien. Je suis vraiment content. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma jeunesse. Merci, mon gars. » Écoute, ça m'a tellement fait plaisir. C'est ça, ces genres d'affaires qui t'arrivent que moi, avant, m'arrivait jamais. Là, dans mon autre vie avant, c'est comme ce nouveau métier-là, quand un métier de la santé, des fois, c'est peut-être que ça arrive plus, là, mais ce sentiment-là d'avoir été utile comme ça, d'avoir permis à quelqu'un de mieux vivre puis de retrouver sa joie de vivre puis tout. Bref, écoute, c'était bien touchant. Je me suis pris un selfie avec tellement que j'étais content puis de son témoignage puis tout ça. Fait que c'est ça, ouais, une belle preuve de, je sais pas comment dire ça là, de reconnaissance en tout cas qui m'a fait bien plaisir. Bien touchant. Fait que c'est le fun quand ça arrive, ça. C'est vraiment, tu te dis, hey, c'est vraiment, c'est une des façons d'être payé dans ce milieu-là, un de nos salaires, entre guillemets, là, mais c'est vraiment super. C'est drôle, je regardais ça tantôt, je vais vous dire ça juste avant de partir, là, mais tantôt, je regardais ça sur BGG, tu sais, la hotness, là, la chaudité. C'est toujours spécial, la chaudité. J'aimerais ça m'emmener. Faudrait que je discute avec quelqu'un là, de qu'est-ce qui détermine. En fait, ça doit être les jeux qui sont le plus discutés en ce moment. Pas nécessairement les meilleurs, là, mais vraiment les jeux. Autrement dit, ils appellent ça les trending games, là, les jeux qui sont dans l'air du temps, je dirais. Puis les 5 premiers jeux sont assez particuliers. Je vais vous en parler un peu. Le jeu en première place, aujourd'hui, en ce 3 juillet, Gare aux oreilles sensibles. Et s'il y a des enfants qui écoutent en ce moment, je pense pas, mais peut-être skipper ce bout-là. Donc, le premier jeu s'appelle The Dick Sits, donc qui est très drôle, donc qui disent que c'est un jeu rapide, hilarant et le fun, not safe for work, un jeu de cartes donc pour n'importe qui veut s'asseoir sur des pénis. Donc vous irez voir ça de Dick Sits. Je comprends pas ce que ça fait là sur BGG, un jeu de cartes un peu j'imagine olé ou un peu je sais pas trop, je sais pas vraiment à quoi ça consiste ce jeu là, mais ce qui est le plus drôle, c'est que
Il est en première place des jeux de la show de thé Hotness de BGG. Puis, tu sais, il est coté 4,8 sur 10. 148 cotes, en fait. Donc, c'est quand même drôle. Quand même, c'est la première fois que je vois ça. Là, tu sais, je fais, OK, particulier. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Bref, de Dixits. Hein, des fois, ça peut vous intéresser. Ensuite de ça, deuxième jeu en deuxième place dans la show de thé, c'est Asian Tigers, une histoire de prospérité. Donc, ça m'a l'air d'être un bon, pas de cote encore, là, un jeu qui va sortir 2024. C'est quoi le style, là? Économique, industrie, manufacture. Donc, ouais, c'est du placement d'ouvriers, des ordres de phase, variables. Je me demande ce que ça veut dire. Donc, dans un monde où, qui combat pour le succès économique des années 60, quatre économies asiatiques vont émerger du lot. Donc, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. Donc, les so-called tigres d'Asie, Asian Tigers, donc c'est ces rôles-là qu'on va jouer dans le jeu, j'imagine, là, qui vont installer des politiques et créer des investissements optimaux, des conditions d'investissement optimales pour que les internationaux entrent dans leur économie et achèvent comme vous voyez que je traduis à mesure, hein, achèvent une croissance économique impressionnante. Donc, un jeu économique euro, Asian Tigers, A Story of Prosperity. Le jeu a l'air super beau, là, juste à première vue. 3,33 sur 5, hein, c'est dans ma talle. Un jeu fait par Nuno Bizarro Sentierio et Paolo Soledad. Donc, à surveiller pour ça. Troisième jeu dans la show de thé de BGG, Ark. Pas Ark dans le sens Ark dégueulasse, mais le jeu Arcs. Donc, un jeu que je souhaite un jour essayer, car il est d'un de mes auteurs préférés, c'est-à-dire Cold World. Donc, le prochain jeu là, dans la série des jeux à 4 lettres, on parle de Root, on parle de Oath, on parle de Ahoy et d'autres. Là. Donc, le dernier né de Cold World s'appelle Arcs. Donc, conflit et écroulement dans le Reach, je ne sais pas trop, j'ai hâte de voir la traduction française de ça. 8,3 sur 10, hein, sans surprise. Donc, un très bon jeu, genre où tu vas guider ta faction à travers un opéra de l'espace rapide, donc Space Opera. Un jeu dans l'espace, donc, du grand cerveau, du grand génie Cold World. Encore une fois, illustré par Kyle Ferrin et publié par Letter Games. Donc ça, hein, très, très hâte de jouer. Il y a un de mes amis, pour ne pas le nommer, Francis, qui a joué à Oath avec d'autres amis. Là, ils se sont fait une game là, qu'ils vont jouer plusieurs fois là, parce que ça, c'est une campagne. Là. Très jaloux. Très jaloux. Moi, si un jour je peux me trouver des gens pour jouer à ça, j'aimerais bien ça. Je suis quasiment rendu sur le bord de faire une annonce sur Facebook pour me trouver des joueurs pour jouer à ça. J'aimerais vraiment ça l'essayer, mais pour l'instant, c'est impossible dans mon cas, à moins que je joue avec ma blonde puis mon garçon. Mais en parlant, je me dis que je pourrais quasiment faire ça. C'est un jeu de 14 ans et plus, mais mon garçon est un génie, donc pourrait très bien jouer à ce jeu-là. Je vais y penser et vous en reparler. Donc, Arcs en troisième place sur la show de thé. Ensuite, quatrième position, encore une fois, là, un jeu un peu coquin, étrangement, comme le premier jeu de Dixits. Ça se trouve à être Night Shift. Imaginez-vous donc là-dedans, on joue notre rôle, c'est un stripper, donc une danseuse nue. Donc, qui va... le but, c'est de charmer les clients qui valent le plus la peine là, pour vider leur porte-monnaie. Donc, un jeu sur les danseuses nues. Et oui, donc 6,5 sur 10 à date, qui n'a pas l'air si excellent. Des petites figurines de filles en petits déshabillés avec des attributs qui fit avec le rôle, la job.
On a une belle gamme de couleurs mauve, rose et bleu néon, hein, ce qui est tout à fait dans le thème. Voilà, donc Night Shift qui joue avec des cartes, de l'argent, évidemment, hein, Make It Rain, Make It Rain. Donc, on se retrouve directement au Lady Marianne ou aux danseuses de Bedford. Et puis, voilà. Donc, si ça vous intéresse, hein, un beau thème familial. 1.25 sur 10 comme complexité, donc vraiment pas compliqué. Hein? On va pas se... C'est ça, hein, tu veux jouer à ça, de pas être une tête à Papineau, là. Sinon, 5e jeu, Tale from the Red Dragon Inn. Donc, un jeu narratif coop, une aventure. Ça a l'air... le titre est bien le fun et bien intéressant. 8.5 sur 10. Holy shit! Donc, vraiment une belle cote. Un jeu désigné par Geoff Bottone, Jennifer Kitzman, Jeff Marrow et Sam Waller. À surveiller, hein, si vous aimez les jeux coopératifs, narratifs, d'aventure. Donc, 2.59 sur 5, hein, une bonne complexité, là, qui va plus vers le médium un petit peu, on aime ça. Sinon, vite après, on a le jeu Blood en 6e position. Donc, tu dois faire face au champion de Vlad dans un environnement qui change continuellement. Hein, ça nous dit absolument rien comme description. Donc, encore une fois, un jeu coopératif, construction de decks, roulage de dés et management de main, gestion de main. En 7e, le jeu Brink. Donc lui, moi, j'arrête pas de le voir en publicité sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Brink est un jeu d'exploration de l'espace où on va échanger avec des rivaux, là, faire du commerce et amener du prestige à notre faction. Le jeu a l'air, ma foi, pour la production en tout cas, là, qui a l'air assez sharp, merci, là. Tellement moderne, on dirait quasiment un manuel d'instruction pour un je sais pas moi, un téléphone de Apple ou quelque chose, là. Hein? On parle de très beau graphiquement, si on aime le style, là, mais très, très design, quasiment trop design. On n'est plus dans le jeu de société, quasiment, on dirait, là. Bref, je sais pas si c'est bon. Brink. Pas de cote pour l'instant. 2025, prévu pour 2025. Donc, en termes de chaudité, on en parle en 7e position. Sinon, après, en 8e, Pagan, Fate of Roanoke. Ensuite, Ark Nova en 9e. J'ai joué plusieurs games dernièrement en vrai sur BGG. Je m'améliore continuellement à ce jeu. Je l'adore. Il est certainement monté dans mon top 3. Quel bon jeu. Et en 10e position, Dune Uprising, Imperium Uprising. Harmony arrive en 11e, donc super jeu de découverte de coup de cœur de mois de juin. Slay the Spire en 12e position. Hein, Professeur Board Game en a beaucoup parlé dans son épisode dans l'épisode en tout cas. Il l'a eu récemment puis il a capoté là-dessus parce qu'il a beaucoup joué aux jeux vidéo. Là, il s'est procuré le jeu puis il capote. Puis moi aussi, mais moi, je joue en solo, fait que je vais continuer avec le jeu vidéo. 13e position, Brass, qui est toujours là. Et voilà, pour la suite, là, Terrascape, Deep Regret, Heat, Beacon Patrol, Oak Cities, Invisible, OK, c'est bon, je n'irai pas plus loin. Parlant de Professeur Board Game, guys, je vais essayer et je devrais être capable de l'avoir avec moi sur Jeux Confidence très bientôt. Donc, gros scoop, hein, belle surprise qui s'en vient, belle surprise, pas de surprise qui s'en vient. Probablement dans le prochain épisode, là, parce que là, il me dit qu'il était en vacances puis qu'il avait le temps. Puis je vais en profiter parce que si un gars qui est occupé dans la vie, c'est bien Professeur Board Game, hein? Fait que c'est ça. Hey, je vous prends pas plus de votre temps, hein? Continuez à conduire, continuez à faire le ménage, continuez à faire quoi que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous êtes en train de courir, peut-être que vous êtes en train de faire du canoë, d'escalader une montagne. Je ne sais pas, hein, tout peut se faire en écoutant un podcast ou presque. Donc, écoutez, passez un beau reste de journée, passez un beau reste de vie. Chaque jour est important. Il n'y a que le présent qui existe. Ne l'oubliez pas. Beau rêve. Puis, on se revoit bientôt, gang. Merci d'être là.
Donc, à très bientôt. Et voilà, au revoir. Écrivez-moi, hein. N'oubliez pas, là, si vous voulez jaser, ou bien sur le Discord, là, je me suis fait dire que je pouvais mettre un lien permanent. Je vais mettre ça dans la description. Là. Il y a un auditeur qui me dit ça parce que moi, je pensais que les liens de Discord, ça passait toujours date. Mais ça a l'air que non. Fait que je vais mettre un lien permanent. Profitez-en, là, parce que un jour, ça va être payant, ça, là, tellement qu'il va y avoir de monde qui va m'écouter. Bon, au revoir, là. Bisous, je vous embrasse. À right bye. Je confidence à commercial gmail.com